les 11 milliards de dollars qui ont été mobilisés par l'international pour aider Haïti après le tremblement de terre, qui a disparu. Donc, c'est un pays, effectivement, en dépit de d'autres petits cas de corruption, etc., c'est un pays qui est essentiellement corrompu, mais j'ai dit un pays qui est essentiellement corrompu. La corruption ne reste pas uniquement avec le secteur politique. La corruption se trouve dans le secteur économique et la corruption est même avec la population, mon ami. Parce que Mathias, les pas font passeport nèg moi. Sous papier on raquette 10 000 gouttes devant bureau. Fait passeport la bloco la. Mathias, on est en train de dire la même chose. Sauf que vous dites les politiciens. Non. C'est un pays qui est corrompu dans l'âme. Et je pense qu'il faut combattre la corruption. Bon, absolument. Mais à partir du moment où celui qui devrait donner l'exemple continue et on dirait que ces dernières années là, ils ont fait de plus en plus je parle de ces politiciens. Ça c'est pour essayer de comprendre, mais pourquoi le peuple est devenu aussi cynique par rapport à la politique? Faut essayer de se... Ces gens-là ont fait de plus en plus, et lorsqu'on arrive sur le cas de Michel Martelly, mais c'est un politicien vraiment arrogant en plus qui va dire oui, j'ai volé l'argent de Petro-Caribé pour construire des hôtels, acheter des hôtels, etc. C'est en plus d'être un voleur, un pilleur, mais il s'est montré arrogant. Est-ce que vous pensez que ça devrait inspirer le peuple, donner au peuple le goût de croire dans ces politiciens? Moi, je crois que, et d'ailleurs, et je vous dis ça, c'est parce que c'est quelque chose qui est analysé profondément. Et mon prochain ouvrage, c'est Rupture et corruption, et compromis, excusez-moi, l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour entrer dans la modernité. L'idée, c'est quoi? C'est que nous devons, et Haïti et ses élites, nous allons devoir penser différemment. Nous allons devoir agir différemment pour que le pays puisse sortir. Et deux façons pour qu'un pays puisse sortir. C'est que au niveau politique, qu'on accepte le principe de la compétition politique. D'abord, c'est au plus capable et c'est à travers la compétition, les élections. Et celui qui arrive à trouver le mandat de la population, donc il faut trouver un moyen pour pousser la population à aller voter. Moi, je dis que quelqu'un qui arrive au pouvoir, aujourd'hui on a 6 millions de personnes en âge de voter. On arrive à mobiliser depuis 2006 seulement 20% de l'électorat, à peu près 1,2 à 1,3 millions. Le jour où on arrive à mobiliser 3 millions de personnes à voter, et pas seulement ceux qui ont faim, à savoir en Haïti, il faut aussi mobiliser la diaspora pour pouvoir voter. Et c'est pourquoi pendant que j'étais ministre, j'étais en train de faire beaucoup d'efforts pour que là où vous êtes, vous pouvez avoir votre carte d'identification électorale et vous pouvez aller dans le consulat d'Haïti à Montréal pour voter. Parce que je pense que la qualité du vote de la diaspora sera différente de la qualité du vote en Haïti. Celui qui est en Haïti va voter pour 1000 gouttes. Vous ici, vous allez voter par rapport au discours que vous entendez des candidats. Et ça peut créer un équilibre dans les votes si on arrive à avoir 500 000 personnes à voter dans la diaspora haïtienne à travers le monde. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, au niveau économique, il faut qu'il y ait aussi de la compétition économique. À savoir que c'est pas par rapport à l'accointance d'un homme à un président pour trouver un contrat, mais c'est au plus capable qui offre le meilleur service
et qui puisse payer des taxes à l'État pour que l'État puisse collecter ces taxes pour offrir du service à la population. Si on arrive à faire cet équilibre entre les deux, économique et politique, on peut arriver à un autre pays. Prenez note, Mathias Pierre. Pour ajouter dans votre ouvrage, Mathias Pierre, je suis Pierre, je peux vous aider aussi. Hein, on est d'accord? Il faut absolument qu'Haïti se départisse de cette dépendance de l'aide étrangère, Non, c'est certain. qui est une aide à la rigueur qui n'aide pas Haïti. Cette aide-là aide des individus, on s'entend, mais n'aide pas Haïti. Je viens d'entendre ici sur les ondes de cette radio un maire de Cité-Soleil déclarer que des ONG qui sont censés aider des gens en difficulté à cause de la situation qu'on sait dans les quartiers populaires, mais cette aide-là va davantage à des gens armés pour créer cette, comment dirais-je, cette idée que ces ONG sont là et font quelque chose, alors que c'est des gens qui sont armés, qui ont la part du gain de cette aide qu'ils... C'est une chose qui est épouvantable et les dirigeants, d'année en année, demandent au moins 20 à 30% du budget du pays, n'est-ce pas, que cette aide-là vienne de la communauté internationale. C'est inacceptable. Parce que ce que l'on n'a pas compris, et là je voulais vous donner des chiffres. Est-ce que vous avez pris note, Mathias? Non, écoutez. Mais dites-moi que vous avez pris note. J'ai noté. Bonne mémoire. Il y a approximativement 6 millions de personnes en âge de travailler en Haïti. Les 6 millions de personnes en âge de travailler, il y a approximativement 300 000 emplois formels aujourd'hui, et peut-être moins, créés par le secteur privé formel. Et la majorité des emplois, à peu près 90% des emplois créés en Haïti, c'est les petites marchandes et les femmes que vous voyez dans les rues qui créent. On ne peut pas avoir une économie qui fonctionne sans qu'il n'y ait pas d'emploi. Il faut renforcer le capital humain, éduquer les jeunes, créer une école de qualité qui puisse orienter pour avoir un meilleur capital humain, créer du travail et permettre à ceux qui travaillent de payer des taxes à l'État et aux dirigeants de rendre compte pour donner du service en retour. Un pays ne peut pas, et il n'y a jamais eu de pays qui est sorti de la pauvreté avec l'aide internationale. L'aide qui tue, c'est comme ça qu'on appelle en Afrique. Il y a un écrivain et une femme qui a écrit un livre, L'aide qui tue. Ça ne fait que tuer. Quelle aide? Aujourd'hui, Haïti a besoin d'argent pour renforcer ses infrastructures, pour construire des routes, pas les routes que l'on a en Haïti, des routes d'un certain niveau, télécommunications et Internet. Il faut qu'il y ait des investissements sérieux à faire en Haïti pour qu'il y ait cette capacité de création d'emplois. Donc il faut une autre approche politique. Et c'est cette approche politique pour que l'on puisse le développer. Et là, je peux vous rejoindre. Il faut trouver d'autres mécanismes de financement des élections pour que le candidat arrive à se libérer un peu plus. Parce que, en peu de mots, le financement électoral se fait comment? Je prends un contrat dans l'État et on me donne 8 millions. De ces 8 millions, je vais mettre 3 millions de côté pour financer les prochaines élections, de sorte que celui qui arrive me donne encore 15 millions. Ce système ne peut pas fonctionner. Ce système ne fonctionnera pas tant que l'on continue de cette façon. Toutefois, moi je crois qu'aujourd'hui, il y a un effort à faire, il y a un travail à faire, et cet aspect-là aussi est analysé en profondeur dans mon ouvrage, parce que j'ai essayé de prendre un recul pour regarder notre société sur 200 ans. Pourquoi la société haïtienne n'arrive pas à sortir?
pourquoi nous sommes là où nous sommes. Parfois, on dit que c'est le blanc. Moi, je dis le blanc, on utilise le blanc, entre guillemets, pour ne pas développer Haïti, parce que le blanc est responsable de tout. Sauf que, je dis, nous sommes aussi responsables que, entre guillemets, le blanc. Parce que Haïti n'est pas le seul pays noir de l'Amérique et dirigé par des noirs. J'ai été en Barbade, j'étais en Jamaïque. OK? Et peut-être d'autres petits pays. Et l'Afrique qui commence à donner des signes, n'est-ce pas? Bon, je vais même pas parler d'Afrique parce que on va dire que c'est un peu loin de nous. Tu vois? Ça veut dire que nous devons avoir un autre état d'esprit. Et c'est ce que je dis en général. Il y a un concept que j'ai développé depuis quelque temps. C'est ce qu'on appelle l'autodestruction inconsciente. L'élite haïtienne se comporte. Et j'ai dit l'élite, j'ai dit les élites économiques, sociales, politiques, tous, se comportent en, ça nous arrive un bon haïtien, chien manger chien. Car elle va tomber sur nous, au lieu de nous se mettre dans les ou bien, car elle va flier sur nous, n'a goumé. Et bien, le résultat, qu'elle a tombé sur nous. Ou bien, c'est l'histoire d'être dans l'avion en première classe par rapport à ceux qui sont en classe, nous sommes dans la même boîte économique. Et aujourd'hui, et c'est ça le concept rupture et compromis, nous arrivons à des endroits à chaque fois où il y a des ruptures totales. Et là, nous sommes dans une transition depuis 1986 vers un inconnu. Mais ça va s'arrêter quelque part. Il y a un affrontement constant entre les groupes illégaux qu'on appelle les gangs, les bandes armées, etc. et autres, et les forces légales. Parce que les groupes ou les forces illégales sont financés par une partie de l'élite. Pas seulement l'élite politique, l'élite économique et sociale. Mais aussi beaucoup l'élite politique. Renforcer ses intérêts. Contrairement à ce que vous auriez cru. Contrairement à ce que vous auriez cru. Les élites politiques sont beaucoup plus faciles. Sont des proies plus faciles. Mais contrairement à ce que vous auriez cru. Et cet affrontement ne permet pas de construire une nation. Parce que nous mettons toujours nos intérêts personnels au-dessus des intérêts collectifs. C'est qu'un coup, on construit Kaela, on fait un gros mur, et puis on barille. Et puis, on va réaliser que dans le mur de la Cameroun, le peuple a construit Tikaipal. La VM. Il y a un ami à moi, et qui est un président de banque, un jour, il m'a dit, Mathias, tu ne peux pas croire que la misère agresse. La misère m'agresse. Et la misère agresse tout le monde. Parce qu'une fois sorti de la barrière de chez moi, du paradis, entre guillemets, que j'ai créé, il n'y a même pas de salle de cinéma publique en Haïti, parce que la salle de cinéma de chacun se trouve chez lui. Et quand je sors, même quand je montre les vitres, vous dire c'est blindé qu'à la mode. Même comme blindé machine, là, ok? Je ne peux pas m'empêcher de voir la misère. On peut ne pas me voir à l'intérieur, mais je ne peux pas ne pas voir la misère. La misère, elle est partout. Maintenant, comment, aujourd'hui, trouver le compromis nécessaire pour se dire, écoutez, allons nous comporter différemment, allons créer un autre pays, allons créer une autre nation, et je pense que c'est le défi qui est en face de nous. Et peut-être que c'est le nouvel haïtien qu'on devrait créer d'abord. Moi, je m'attendais beaucoup d'une prise de conscience après le tremblement de terre de 2010, n'est-ce pas? Et ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé tout simplement à cause de l'agression des politiciens qui ont volé l'argent. Vous l'avez dit aussi. Je vous avoue que c'est ce que j'appelle, il va y avoir un déclenchement qui va nous amener éventuellement quelque part. Le bois calé. Mais je dis... Le bois calé, Mathias, est-ce que c'est le déclenchement de quelque chose? J'évite de citer certains mots. Ouais, mais Mathias, vous êtes haïtien. J'évite alors, de citer est-ce que c'est le déclenchement de quelque chose? J'évite de citer certains mots qui ont des connotations et qui peuvent être éventuellement regrettables dans le temps. On a vu le père Lebrun, pas vrai? Donc,
je suis très prudent. Cependant, je suis convaincu que notre société avance sur une route très dangereuse. Je l'avais dit quand j'étais ministre, s'il n'y a pas d'élection, c'est le chaos total. Et là, ça dépasse le chaos total pour être une descente aux enfers. Mais, quand on descend, on va atteindre le sol. Et il n'y a pas de balle qu'on frappe au sol qui ne rebondit pas. Donc, le pays va rebondir. Haïti peut-être pas ma génération. Et n'oubliez pas, je prends un exemple biblique. Moïse a laissé Égypte avec le peuple d'Israël. Mais il a passé 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que la qualité du peuple qui a laissé l'Égypte ne pouvait pas arriver à la terre promise pour donner ce qu'il fallait. Il fallait à cette génération de mourir dans le désert pour que leurs enfants, avec d'autres mentalités et d'autres approches, puissent émerger. Cette approche-là aussi, on doit la changer. On doit la changer. Pasteur Pierre. Pasteur Pierre. Je suis fait une comparaison biblique classique. Pasteur Pierre. Pour montrer que ma génération peut ne pas comprendre la nécessité de faire le compromis nécessaire, politique, économique et social, ce qu'on appelle la société civile couramment, pour arrêter cette bataille fratricide qui se fait, pour que nous puissions trouver une approche pour sortir le pays et certainement emmener le peuple avec nous. Mathias Pierre, je regarde tout ça, là, ce que vous avez dit, et bel exemple du désert, 40 ans dans le désert, etc. Des figures de style et des paroles bibliques, n'est-ce pas? Bon, on n'ose pas mettre ces paroles en doute, mais dans le cas d'Haïti, ça prend parce que je regarde ce qui se passe. Haïti fait partie du monde. Haïti fait partie de la civilisation. Haïti n'est pas une exception. Entendons-nous. Je regarde ce qui se passe là. On s'entend que ça parle beaucoup, ça prie beaucoup surtout, ça prie beaucoup et beaucoup trop, Mathias. Et ça aussi, ça prend des leaders, peut-être charismatiques, peut-être des leaders évangéliques, même de nos leaders, pour demander au peuple de prier, mais de veiller et de faire les bonnes choses. Parce que c'est pas avec des prières qu'on va changer la situation dans mon pays. Je n'ai pas parlé de prière. Oui. Je vous donne un autre exemple. Oui. J'ai lu un livre et j'ai pris beaucoup de temps pour lire ce livre. C'était tellement intéressant. Et c'est Leadership, écrit par Henry Kissinger. Et il a pris l'exemple de 6 leaders dans le monde pour montrer comment un pays peut se trouver dans une situation extrêmement difficile, mais quand le leadership nécessaire est trouvé, avec les caractéristiques nécessaires, et qu'on puisse orienter cette énergie, on peut changer la dynamique et changer le pays. Et pour moi, Haïti, quand on est dans un état d'inconscience, on ne se rend pas compte de ce que l'on est en train de faire, de s'auto-détruire. Il faut un choc pour une reprise de conscience. Absolument. Et c'est ce que je pensais que vous alliez être ce choc. Non, c'est pas un individu. C'est un choc social. C'est un événement qui arrive et les gens se réveillent et disent, écoutez, allons vers la logique. Mais c'est le mot que vous n'aimez pas entendre. Quel mot? Le gros mot, là? Lequel? Calé. C'est le choc. Parce que, Mathias, vous n'avez pas le choix. Un peuple qui se fait, c'est pas le peuple qui a choisi, le peuple n'a pas le choix que de se défendre, Mathias Pierre. C'est un aspect de la question. C'est un aspect de la question, mais dites-moi, moi-même, de toute façon, là, je ne sais même pas comment Mathias Pierre puisse être avec nous en vie aujourd'hui,
lui, s'il est agressé dans son pays, qu'il ne se défende pas, qu'on lui demande de donner tout son argent et y compris ses cheveux, qu'il donne tout non, Mathias Pierre, moi je me ferais tuer. Écoute. Et je me suis posé une question. Ouais. Et on est dans une phase où on doit prendre beaucoup de recul pour regarder et pour qu'Haïti puisse avancer. Parce que les peuples, les révolutions, quand le choc est fini, il faut qu'il y ait une prise en charge. Absolument. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce leadership pour la prise en charge après le choc. Si ce leadership n'est pas émergé, ou n'arrive pas à émerger, on retourne dans le statu quo. Absolument. Et on est d'accord. Et encore, je retourne dans mon livre, je fais une partie d'analyse sur cette histoire. 1986 a été un choc. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qui est arrivé? On a eu beaucoup d'hommes de bonne volonté qui sont arrivés du Canada, des États-Unis, de la Russie, du Mexique, de l'Amérique latine ou partout. Ils étaient tous des leaders formés, préparés. Mais il n'y avait pas une vision commune. Chacun avait sa propre vision par rapport à la société dans laquelle il vivait et voulait qu'Haïti soit dans cette vision-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? De tous ces leaders préparés, qui a pu émerger? Un prêtre. Alors, de 36 ans. Alors, donc, ça veut dire, il y a eu des leaders. S'il n'y a pas une préparation, s'il n'y a pas un leadership averti, Haïti ne va pas émerger. Mathias, et c'est ma crainte aujourd'hui. Est-ce qu'on s'entend que 1986, c'est ce que vous avez dit, mais qu'il y a eu des leaders, on est presque tous dans nos champs de compétences de petits leaders, mais il y a eu un leadership qui est monté au-dessus et qui c'était la Valace. C'était peut-être dans la mauvaise direction qu'on nous dirigeait et un peu pour ça qu'on est resté dans cette direction. Et si vous êtes arrivé ici. Vous pouvez imaginer mon implication. Vous êtes arrivé ici en me disant que vous alliez nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous étiez étudiant, vous pouviez à cette époque-là faire membre influent de la Fédération nationale des étudiants. Fainé, mon Dieu. Des fainéants. Mathias Pierre, donc la réalité. Parce que des fois, lorsqu'il n'y a pas ce plan, lorsqu'il n'y a pas cette mise en place, on peut se mentir. Parce que, je vous dis un mot et j'arrête sur cette partie-là. Notre lutte, c'était anti-impérialiste, c'était anti-FMI, c'était anti-Yankee. Pour ceux qui ne le savent pas, et anti-Yankee, c'était anti-capitaliste, anti-américain. Et de 1986 à 1993, des années, cette année de tumulte, le pays s'est effondré. Les élites n'arrivaient pas à s'entendre. 1994, c'est les Yankees qui sont venus et applaudis par tous. L'armée américaine avec 20 000 soldats. Quelle contradiction. Donc, on peut connaître des contradictions dans la société haïtienne et quand les contradictions arrivent,
malgré qu'il y a eu choc, rupture, malgré qu'il y a eu des idées qui se sont émergées, mais le statu quo a repris sa place. Parce qu'on n'était pas sincère, parce que non, le parce leadership, on était parce qu'il n'y avait pas de plan national, parce qu'il n'y avait pas de compromis national. On n'était pas prêt, on était prêtre. Écoutez, je ne vais pas critiquer un individu ou un autre. Moi, je dis tout simplement la solution pour sortir le pays, c'est pas la solution d'un homme. Mathias Pierre. La solution pour sortir un pays, c'est une vision nationale. C'est une élite qui comprend la nécessité de venir ensemble dans l'intérêt du collectif pour sortir la nation. Alors, donc, à défaut d'un leadership multiple, pluriel, n'est-ce pas, on a laissé toute la place à un homme qui a orienté. Et je regarde là aujourd'hui, Mathias Pierre, tout ce qu'on va avoir par la suite, tout ce qu'on va avoir, que ce soit d'armer les masses dans les bidonvilles, c'est pour ça que vous comprenez pourquoi je suis un peu réticent à citer certains mots. Vous êtes très réticent. Non, mais comprenez que aujourd'hui, on a créé le Père Lebou en 1986. Oui, on l'a consacré. On l'a consacré en 1986. Mais par la suite, toute cette dynamique d'armer les gens désespérés, les pauvres d'esprit, n'est-ce pas, et qui n'avaient absolument rien à manger dans les bidonvilles, mais ça s'est continué de génération en génération depuis 1986. Parce que, en fait, je devrais faire une émission avec toi sur mon livre. Parce que, en fait, toute l'histoire d'Haïti est faite d'affrontements entre les élites et les masses. Les masses qui sont exclues économiquement et qui se disent, cette nation est aussi à moi qu'à vous. Mais vous faites tout ce que vous voulez, vous faites des alliances, parfois contre nature. Et c'est l'alliance très souvent entre les élites et l'international, ce qu'on appelle le blanc. Ok? Mais j'ai un autre terme que j'ai utilisé dans mon livre qu'on ne va pas en parler. Et cette alliance, donnez-moi pour tuer ce peuple-là. Et certains arrivent à faire dormir ce peuple en un temps. Et quand le peuple se réveille, le réveil est toujours brutal. Le réveil est brutal. Vous vous rappelez sur Pétion, il y avait Gaumont. J'ai pas connu, j'ai pas étudié ça. Oui, Gaumont. Gaumont était dans la partie Jérémie qui a passé tout son temps à se battre avec Pétion. Ensuite est né les Piquets. Vous avez entendu parler d'Akao. Les Piquets, oui. Akao. Jean-Jacques Akao. Jean-Jacques Akao. OK? Qui réclamait un espace pour le peuple. Qui réclamait, et Akao, il a été vaincu. Vous avez entendu parler des Kako. Les Kako aussi. Nés dans le Nord-Est. Entrés à Port-au-Prince. C'était des révolutionnaires. Et c'était des révolutionnaires. Mais avant, c'était des révolutionnaires. Des aigris. À un certain moment, il y a des aigris aussi. Et c'est ce qui nous a donné 1915. Et le démantèlement des Kako par les occupants entre 1915 et 1920. Et la mise en place d'un nouveau système qui est arrivé jusqu'en 1946. Encore une révolte. Et on peut continuer. 1986. Donc, en fait, comment arrêter les 200 ans d'affrontement entre l'élite? Quand je parle de l'élite, je parle des noirs aristocrates et les mulattes. Aujourd'hui, des mulattes, elles sont ajoutées les Syrio-Libanais. Et cet affrontement entre eux et cette alliance nécessaire pour contrôler les masses économiquement. Si on arrive à trouver cet équilibre et un compromis pour dire il faut qu'il y ait inclusion,
je pense qu'on peut arriver à une autre société, puisque beaucoup d'autres sociétés l'ont fait. Et moi, c'est un petit peu ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mais nous avons un handicap particulier parce que quand on dit délaisser un peuple, il y a délaisser et délaisser. Le peuple est analphabète à au moins 50%. Un peu moins. Longtemps moins. Non, mais parce que Mathias, il y a de nos jours, parce qu'on est rattrapé on est rattrapé par les technologies. On peut bien savoir lire et être analphabète aujourd'hui. Sur le plan des technologies nouvelles, etc. Pour avancer avec un peuple, il faut renforcer le capital humain. Et là, moi, je dis qu'il faut renforcer le capital humain, de meilleures éducations, de meilleures orientations. Et il y a un terme que j'utilise dans mon livre que je ne vais pas en parler là. Mais il ne veut pas me donner de primeur. On va pas acheter le livre là. Mais il ne veut pas me donner de donnez-moi la primeur. Vous êtes fier quand même là, Mathias. Et ce qui arrive, c'est que l'éducation en Haïti aujourd'hui est devenue comme un appât, comme je l'ai dit. Ça veut dire, on vous dit, allez à l'école, dépensez tout ce que vous avez. Le paysan dépense tout pour envoyer son enfant à l'école. Et 18 ans après, il se rend compte que cet enfant qui a été dans une mauvaise école, mal préparé, etc., qui n'arrive pas à trouver d'emploi, qui refuse de travailler la terre, se retrouve sur les responsabilités de ce paysan. Ou encore, il devient un chimère à costume, comme me l'a dit un paysan lors de ma campagne. Et le pire des cas, c'est que l'enfant termine ses études de médecine et un beau jour, une balle perdue, il se fait tuer par un bandit. Ça fait partie des risques. Ça fait partie des risques de vivre. Vous comprenez que nous sommes dans une société avec une violence endémique et il n'y a aucun moyen d'arriver à contrôler cette violence si nous ne construisons pas un État, et comme le dit Weber, un État qui a le contrôle de la gestion de la violence. Le monopole de la violence. Et le monopole